Alors, merci infiniment donc à vous deux, donc Alpha et également Chidi, donc en distanciel, pour cette présentation donc qui donne assurément envie d'être déjà là-bas. Mais avant tout, il faudrait déjà donc envoyer vos propositions de communication pour pouvoir justement et éventuellement être sélectionnés. Alors nous allons donc continuer. Vous gardez éventuellement si vous avez des questions, vous gardez tout cela pour tout à l'heure et on enchaîne avec la deuxième présentation. Celle de Clément donc Akassi, notamment qui nous vient de l'université d'Howard, que je vais présenter succinctement. Alors Clément donc Akassi est originaire de la Côte d'Ivoire et professeur donc au département of World Language and Cultures, j'essaie pour mon anglais, à Howard University aux États-Unis. Donc ses principaux axes de recherche se structurent autour des études africaines et des diasporas africaines dans les mondes francophones, hispanophone et lusophone, voire même anglophone. Donc ces travaux les plus récents mettent au centre de son appareil théorique le concept de Muntu africain, notamment qu'il élabore comme une contre-épistémologie, un contre-discours en rupture avec l'épistémologie donc dominante eurocentrique. Donc Clément Akassi a été professeur invité dans de nombreuses universités situées aux États-Unis, notamment au Brésil, au Canada, en Colombie, au Costa Rica et en Côte d'Ivoire, voire même en Espagne, en France, au Mexique, Porto Rico, au Sénégal, entre autres. Il faut ne dire que cela. Il est fondateur donc, et président du Muntu, j'ai bien prononcé, ou alors peut-être que ce sera amélioré, alors groupe international et interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et les diasporas africaines, dont il vient d'organiser le premier congrès du 24 au 27 janvier 2024 à l'université Dakar, Bourguiba, au Sénégal. Donc, professeur... c'était mai, donc il y a une erreur ici. D'accord. C'était au mois de mai, d'accord. Ah, Saint-Louis qui plus est. Très bien. Alors donc, et maintenant il va nous présenter justement donc son intervention intitulée du Mundo africain à l'afro-décolonialité, enjeux politiques et épistémologiques en Afrique, Europe, Amérique latine, au pluriel ou au singulier à voir. Alors, j'aimerais faire deux choses. La première, c'est de présenter le groupe de recherche qui va faire la journée d'études du 6 novembre 2025, mais vraiment rapidement. Et puis ensuite, nous allons passer à la présentation de ma communication. Et la présentation de ma communication, c'est sur un certain nombre de points pour qu'on ait un petit débat. Comme on dit en portugais du Brésil, un bate-papo. On va échanger, quoi. Alors, à propos de la journée d'études du 6 novembre 2025, ça part d'un positionnement mien. Le positionnement mien est le suivant. On parle beaucoup de la postcolonialité et de la décolonialité sans jamais prendre le soin de dire ce que c'est. Or, j'estime, moi, que la clarté libère. Et comme la clarté libère, je veux dire ce que c'est que la postcolonialité et la décolonialité et quelles en sont les limites. Et à partir de là, parler donc du Muntu africain. Pourquoi le Muntu? Pourquoi commencer par un mot comme ça qui ne résonne pas ou qui ne renvoie pas aux langues occidentales? C'est pour dire une chose idéologiquement fondée. Si les peuples africains existaient avant l'esclavage et la colonisation, ça veut dire qu'ils avaient un rapport au monde avec des langues. Et s'ils avaient un rapport au monde avec des langues, ils disaient ces langues qui parlaient d'eux, qui parlaient de la représentation du monde. Si on a cannibalisé ces langues-là, et si on veut renvoyer
les Africains, les diasporas africaines, à ces langues-là, il faut bien les utiliser. Sans aucune sorte de concession. Et donc le Moutou, c'est pour renvoyer à ça, pour dire l'Africain et pour dire le monde. C'est ça le Moutou. Dire l'Africain et dire le monde. Et donc, le Moutou, c'est un mot qui circule en Afrique. Ça prend plusieurs formes des fois. La forme la plus synonyme, on va dire, c'est le Ubuntu. Donc le Moutou signifie « je suis parce que nous sommes ». Et vous avez vu, je parle d'enjeux politiques. C'est important. Pourquoi? Parce que le « je pense parce que nous sommes » s'oppose au « je pense donc je suis ». Parce que le « pense donc je suis » a créé l'esclavage. Le pense, je pense donc je suis a créé aussi la colonisation. Donc il y a une forme de rupture qui ne peut pas nous échapper. En tout cas pour ceux qui pensent que l'Afrique a son rôle à jouer dans la conversation des mondes. Je dis bien la conversation des mondes, pas dans l'universalisation de l'Occident. C'est deux choses tout à fait différentes. Et donc le Moutou signifie « je pense donc je suis » qui s'oppose non seulement au « je pense donc je suis » mais aussi à la Révolution française. Parce que la Révolution française c'est « je pense pour moi », je pense par moi, je n'existe que par moi, et la vie n'a de sens que par moi. Et comme la vie n'a de sens que par moi, les autres sont cannibalisés. Et s'ils sont cannibalisés, ça crée quoi l'esclavage? Ça crée la colonisation, ça crée le code de l'indigénat, ça crée le code noir. Et quelle est la contre-épistémologie africaine? Il faut bien en chercher, il y en a. Il y en a, hein, on peut tous faire l'effort d'en chercher. Moi, j'ai trouvé le Moutou africain parce qu'il est le plus, celui qui représente le plus la symbiose de cela. Dans cet esprit-là, dans cet esprit de je pense donc je suis parce que nous sommes, j'ai pensé à un groupe interdisciplinaire et international sur l'Afrique et les diasporas africaines qui justement décloisonnent, qui ne dit pas moi je suis en sociologie, donc seuls ceux qui font la sociologie viennent travailler avec moi. Non, moi c'est je pense sur l'Afrique et les diasporas africaines, donc tous ceux qui pensent sur l'Afrique et les diasporas africaines sont les bienvenus. Sont les bienvenus. Du coup, on décloisonne. Avec le Moutou, il n'y a pas de sociologie, il n'y a pas de lettres modernes, il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas d'anthropologie, vous le verrez, hein, ça a un sens tout ce que je dis. Même par rapport au groupe qui est constitué pour la journée du 6 novembre. Donc voici l'esprit de Moutou. Et l'esprit de Moutou, c'est non seulement de décloisonner les savoirs, mais c'est de faire circuler le savoir dans les communautés. C'est d'aller dans les lycées. C'est d'aller dans les communautés villageoises. Parce que dans les communautés villageoises, eh bien, je suis désolé pour l'Occident, mais il y a bien des philosophes. C'est pour ça qu'il y a une des questions les plus absurdes qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de l'humanité, c'est d'essayer même de se poser la question de s'il existe une philosophie africaine. C'est une injure. C'est une injure à l'Afrique et aux diasporas africaines. Parce que tout peuple qui existe crée un mécanisme de représentation de soi et du monde. À partir de là, tout peuple a une philosophie. Et donc, voici le cas dans lequel naît Moutou. Et donc, Moutou est une équipe interdisciplinaire, un groupe interdisciplinaire et international qui organise, entre autres, des séminaires internationaux chaque mois. Des séminaires auxquels a déjà participé mon très cher frère Noël. C'était très bien. Et nous accueillons aussi à Moutou, Maodo Eladji, hein, qui est à Moutou, et qui fait partie du groupe du 6 novembre. Alors le groupe du 6 novembre, en principe, il y a eu un problème de réseau, comme j'ai dit ce matin, mais Soraya a le groupe, le projet, tout ça, elle va partager ça après à tout le monde, mais là, je vais dire ça comme ça, de vive voix. Alors, le groupe comprend moi-même comme coordinateur, et le groupe va travailler sur
la décolonisation des épistémologies et des imaginaires à partir des catégories et conceptuelles de l'afro-décolonialité. Alors l'afro-décolonialité, c'est quelque chose que je crée moi-même, et on verra plus tard dans la présentation de ma communication, pour contrebalancer les limites de la postcolonialité et de la décolonialité. Okay. Et donc, ces catégories-là sont le Moutou, qui vient de l'Afrique, directement de l'Afrique. N'oubliez pas qu'il y a un dialogue entre l'Afrique et les diasporas africaines et des diasporas africaines vers l'Afrique. N'oublions pas ça. Donc, il y a le quilombisme. Le Moutou, comme je dis, on retrouve ça en Afrique. Et ça a été surtout utilisé de façon plus officielle par Desmond Tutu, le révérend sud-africain qui a donné un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la nation arc-en-ciel en Afrique du Sud. Et puis il y a le quilombisme. Alors moi je vous conseille d'aller lire ce livre, c'est brillant, c'est de Abdias do Nascimento, qui part de l'idée du quilombo, où se trouvaient les marrons brésiliens, et les marrons brésiliens même qui s'appellent quilombolas. Et donc à partir de là, il parle de l'idée de la communauté qui n'exclut pas. Vous voyez bien, de la communauté qui n'exclut pas. Et cette communauté qui n'exclut pas s'oppose à la communauté qui exclut de Gilberto Freire, à Casagrande Senzala. Donc vous voyez que l'épistémologie africaine est une épistémologie de la rencontre, ou du moins d'une rencontre qui n'est pas violente. On se rappelle que il y a une rencontre, bien sûr, entre Christophe Colomb et l'Amérique, mais cette rencontre-là est d'une violence structurelle grave. Il y a bien sûr un rapport entre les colonisateurs occidentaux et l'Afrique, et cette rencontre-là aussi est violente à la fois à travers l'esclavage et la colonisation. Et donc, le quilombisme, on a Américanidade, donc vous voyez, alors... Mylène parlait d'Amérique latine au pluriel, ou quoi, que j'allais éclairer. Alors, pour éclaircir ça, puisque je dis toujours et je répète, la clarté libère. Alors, si vous voyez bien la question de l'Amérique latine, c'est éminemment politique parce qu'il y a une tension sur ce que c'est que l'Amérique latine entre, par exemple, José Vasconcelos du Mexique, qui a une identité exclusive, qui n'inclut pas les minorités noires, par exemple, et qui fait écho à Gilberto Freire, et aussi qui a un métissage blanchissant. Ce n'est pas un métissage qui inclut. Et là, en opposition, on a des gens comme Abdias do Nascimento, et on a Lélia González qui parle d'Américanidade. Une Amérique latine qui inclut l'Afrique et qui questionne la latinité. Parce qu'après tout, un Africain qui parle le Wé au Togo, qui parle le Wolof au Sénégal, qu'est-ce qu'il a à voir avec la latinité? Donc c'est la grande question ici. Et donc, voici à peu près le sujet de notre travail du 6 novembre 2025. Et qu'est-ce que ça convoque? Ça convoque des gens comme El Hadji Maodo, qui va parler justement de ce dialogue-là, du Moutou africain, un dialogue entre l'Afrique noire, l'Amérique latine et l'Afrique noire. Et puis, lui, il est de l'université Cheikh Anta Diop. Et il y a aussi Camila Daniel, comme son nom ne l'indique pas, est de l'université, elle est brésilienne et elle est de l'université fédérale rurale de Rio de Janeiro. Ensuite, elle parlera du féminisme noir à travers le dialogue entre Lélia González et Victoria Santa Cruz, qui est du Pérou. Justement, par rapport à ça, j'ai une suggestion à faire pour le projet phase 2 sur ce qu'on entend par diaspora africaine. Et donc, après, il y a aussi Diana do Nascimento, qui est brésilienne, mais qui vit au Chili, qui va parler de la représentation du sujet culturel, qui est aussi un des concepts clés de l'afro-décolonialité, dans la construction identitaire dans les romans. Ensuite, on a aussi Denise Nascimento, aussi brésilienne, médiévaliste, qui est à l'université fédérale
de Jules de Fora, où nous sommes collègues, parce que je suis aussi invité là-bas, et elle va parler aussi c'est incroyable comment le Motu a créé un certain nombre de... D'abord, de décomplexer la recherche, par exemple. Alors, elle était dans le médiévalisme, et elle est noire, et puis elle s'y complaisait, jusqu'à ce que, lors d'une rencontre, elle se rend compte qu'au fond, il y a quand même le concept de pratique aussi. Et c'est là la question de l'enseignement, ce n'est pas seulement les concepts qu'on utilise dans les classes, il y a la pratique. Puisque j'en parle, c'est un des concepts clés aussi de l'afro-décolonialité. Et elle a décidé, en tant que médiévaliste, de parler des problèmes contemporains et de racisme dans l'éducation au Brésil. Et donc, elle parlera de ça. Et puis, il y a Emila Grisange, qui est de la même université aussi, qui est historienne, qui parlera de la présence des Noirs dans les films, de la représentation des Noirs dans les films brésiliens. C'est qu'elle n'avait pas entrevu avant, mais grâce à sa collaboration avec Motu, qu'elle a essayé d'entrevoir. Donc voici à peu près ce que nous proposons pour le projet du 6 novembre, et on espère que vous serez branchés, ça sera en ligne, et puis voilà à peu près. Maintenant pour la conversation, le Bache-Papo. Alors, le Motu africain, je vous ai déjà expliqué ça. Alors, l'afro-décolonialité, avant d'arriver à l'afro-décolonialité, il faut qu'on dise quand même un mot aussi, la décolonialité et la postcolonialité. Alors, en général, il y a des noms qui circulent. Ces noms-là circulent tellement qu'ils sont canonisés. Et on n'a plus envie de parler d'eux. Moi, j'ai peur de la canonisation parce que ça renvoie au sacré. Or, j'ai pour prétention d'apporter quand même un certain nombre de critiques là où il y a la critique à apporter. Et on nous parle, quand on parle de post-colonialité, on nous parle de Homi Baba, on nous parle de Spiva Gayatri, on nous parle en Amérique latine du groupe Modernidad y Colonialidad, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Maria Lugones, sans jamais nous dire quel est leur rapport avec l'Afrique et les diasporas africaines. Et c'est là où commence l'afro-décolonialité. Alors, j'explique quelles sont les limites, parce que, comme j'ai dit, on va faire vite, comme ça on fait un peu le débat. Homi Baba considère qu'un sujet est post-colonial quand ce sujet-là émerge d'une nation post-coloniale. Autrement dit, le sujet post-colonial est un sujet qui surgit dans des nations indépendantes. La limite est claire. La limite est claire parce que toute résistance est consubstantielle à la violence. Dès le moment où il y a l'esclavage, il y a eu des marrons. Ces marrons-là sont des sujets postcoloniaux. Donc la question de la postcolonialité n'est pas de l'ordre du temporel, c'est de l'ordre de l'idéologique. Voici la première limite. C'est-à-dire que le marron Zumbi dos Palmares du Brésil, quand il crée son quilombo dos Palmares, le Brésil n'est pas affranchi de ses esclaves. Le Brésil n'est même pas indépendant. Mais il se dresse contre l'esclavage. C'est de la postcolonialité dans le sens où, face à la violence, il oppose une résistance. Et il propose la liberté. Et ce qui est intéressant et dont on ne parle pas souvent, c'est que la liberté des marrons, c'est en même temps la liberté des pays de l'Amérique latine qu'ils cherchent. Parce qu'à travers la résistance contre l'esclavage, c'est la résistance contre la monopole portugaise, française, espagnole, etc. Donc, Zumbi dos Palmares au Brésil, Bencos Biojo en Colombie. Ah, on peut aller, je dis on peut aller comme je fais. Voilà. Voilà les noms. Bencos Biojo de la Colombie, par exemple, c'est un marron. C'est un marron. Luana, marron quilombola. Quilombola. Você sabe?
Ah, ça veut dire. Hein? Donc, Benkos Bioko, quand il se positionne dans le marronnage, il est dans la post-colonialité. Bayano, pareil, au Panama. El Negro Miguel, pareil, au Venezuela. Solitude de la Guadeloupe. Hein? Bookman en Haïti. Dandara au Brésil. Wiwa en Colombie. Saraounia au Niger. Hein? Quand elle lutte contre les colons français. Abla Pokou, c'est elle qui fonde le peuple baoulé en Côte d'Ivoire. Yenega, c'est elle qui fonde le peuple Mossi au Burkina Faso. Donc, ils sont purement et simplement dans la post-colonialité, parce que la post-colonialité est une consubstantialité entre la violence et la résistance. Ça n'a rien à voir avec la temporalité. Mais, par ailleurs, de façon stricto sensu, la post-colonialité peut dire aussi après les indépendances. Hein. Il faut qu'on soit clair. Hein. Bon, si on dit que la Côte d'Ivoire post-indépendante a eu, par exemple, 3 présidents, c'est vrai. Ouais, c'est post-colonial dans le sens de après les indépendances. Mais la post-colonialité, en général, est de plus de l'ordre de l'idéologique que de l'ordre de la temporalité. Parce que si on part dans l'ordre de la temporalité, on va perdre le fait qu'il y a eu des pratiques de résistance. Et voici un de mes concepts clés dans la colonialité. Il y a une pratique épistémologique. Tout n'est pas que de l'ordre de l'écrit et de la conceptualisation écrite. Il y a de l'ordre aussi, dans la colonialité, de la pratique. Donc, ça, c'est des pratiques épistémologiques de résistance. Et dont parle aussi Abidjia dans le quilombisme. Il y a aussi le fait que il y a une Afrique imaginée. Une Afrique imaginée et dont les imaginaires occidentaux ont donné le nom de noirs. En vérité, les noirs dont on parle, negros, pretos, morenos, tout ce qu'on veut, ces noirs-là, ou nègres, mais ils ont bien des noms. Il y a le peuple Ashanti, il y a le peuple Foula, il y a le peuple Fin quand même, il y a le peuple Akan, il y a le peuple Bantou, il y a le peuple Yoruba, il y a l'empire du Bénin, il y a l'empire Mossi, il y a l'empire du Congo. Ils existent. Pourquoi on les renvoie au mot noir? Pourquoi? Donc ils sont imaginés pour mieux les asservir. Et en les imaginant pour mieux les asservir, imaginez ici dans le sens de pas ce qui n'existe pas, hein. Au contraire, ça veut dire qu'ils existent, mais on leur assigne une autre signification. C'est-à-dire on leur assigne une forme d'image qui ne correspond pas à l'image originelle. Parce que le noir, ça veut dire quoi au fond? Si ce n'est de dire que le noir renvoie à tout ce qui est péjoratif, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Parce que si vous arrivez aujourd'hui en Afrique, dans n'importe quel pays africain, le rapport à soi n'est pas un rapport d'abord au fait d'être noir. C'est le rapport au fait que, bon, écoutez, moi je suis fan, moi je suis Wolof, moi je suis Sérère. C'est d'abord ça que de renvoyer à la question. Hein, du noir. Et d'ailleurs, par rapport aux gens, Chimamanda Adichie en parle si bien. Elle parle si bien de cette affaire. Et donc, en même temps qu'il y a ces pratiques-là, en même temps qu'il y a ces pratiques qui sont au centre de l'afro-décolonialité, il y a la question aussi des langues, et dont parlait un peu Barry. C'est un problème d'autant plus crucial que l'Afrique et les diasporas africaines mènent la réflexion, mais la réflexion n'est pas menée de bout en bout. On doit la mener de façon claire. Pourquoi? Parce que Manuel Zapata Oliveira, en Colombie, Amadou Kourouma même, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur ivoirien Amadou Kourouma, Lélia González, à travers Amefricanidad, disent par exemple, dans le cas d'Amefricanidad, et dans le cas de Amadou Kourouma aussi, ils disent, mais pourquoi on m'appellerait latino-américain? Mais les langues de mes ancêtres, ce n'est pas latino,
Ce n'est ni français, ni espagnol, ni portugais. Et pourquoi m'appellerait latino-américain? Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans Motu de Manuel Zapata Oliveira ou Amefricanidad de Lélia González, ou même dans le cas d'Amadou Kourma, les gens ne demandent pas de rejeter les langues coloniales, même pas ça, encore que. Mais ils ne demandent même pas aux langues coloniales d'être rejetées. Au contraire, ils disent qu'on doit accepter en sus les langues africaines. C'est le point de départ. Autre chose qui ressort de la pratique, qui est un de mes fondements et conceptuels dans l'afro-décolonialité, il y a une question que souvent les philosophes se posent. D'accord, 5 minutes, ouais, je finis. Il y a une question que les philosophes se posent face aux pratiques. Quand il y a une pratique qui est récurrente, ils en arrivent à la question suivante. Quelles raisons nous en faisons? Quelles raisons nous en faisons? C'est-à-dire, quelles raisons faisons-nous de ces pratiques-là? Ça veut dire, quelles conclusions tirons-nous de ces pratiques? Un exemple, sur les langues. Et puis, je vais ajouter d'autres choses, on va terminer. Alors, quand vous arrivez, par exemple, en Guinée équatoriale, qui a été colonisée par les Espagnols, la langue la plus répandue, c'est le fan. Quelle est cette insistance à dire que la Guinée équatoriale fait partie des pays hispanophones? Donc, quelle raison nous faisons de cette pratique du fan? Vous arrivez au Sénégal, la plupart des gens parlent Wolof. La plupart, mais écoutez, quelle raison nous faisons à dire que le Sénégal fait partie de la francophonie? À tue-tête. Au Burkina Faso, la langue la plus répandue, c'est le moré. Le Burkina Faso se retire de la francophonie, on crie au loup. Mais la conclusion de la pratique du moré, c'est qu'on ne sommes même pas en train de parler français. C'est ça la conclusion de la pratique du moré. Et donc ces réflexions-là, qui vont nous faire rentrer de nouveau dans le monde, sont des réflexions à mener sans concession. Et c'est le fondement de ce travail-là. Et j'aimerais ajouter une chose à propos de ces discours sur l'universalisation. Je vous recommande, si vous pouvez, d'écouter Édouard Glissant, le père du fameux concept du tout monde. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et on peut voir ça sur YouTube. Donc, le 21e siècle, ce qui est beau dans le 21e siècle, c'est que si vous avez un souci, vous êtes un peu paresseux, vous allez sur les sites internet. Édouard Glissant a été interrogé par Patrice Chamoiseau. Il lui dit, Édouard Glissant était un peu malade, mais il avait toujours sa vigueur. Il lui dit, mais il semble que vous semblez revenir, questionner la créolité. Et vous semblez revenir sur la question du tout monde. Et c'est avec ça que je vais conclure. Il dit, en fait, c'est pas que je veux revenir sur la question du tout monde ou de la créolité. C'est l'interprétation qu'on en fait. Parce que quand on parle de l'éloge de la créolité, les gens ont l'impression depuis l'Occident qu'on est en train de dire que le monde c'est tout et rien à la fois. Or, si le monde est tout et rien à la fois, dans un monde dominé par les paradigmes occidentaux, on cannibalise nous-mêmes les valeurs africaines et diasporiques. Sur ce, je vous remercie.